Alors le SEO en 2022, on va parler des piliers du SEO, quels sont les critères de référencement, on va parler de EAT, on va parler de RankBrain, on va parler de tout ce qui est vocal, et puis des mises à jour. Je laisse la main donc Alexandre, et puis Alexandre, tu me dis quand tu veux que je passe les slides. Ça marche. Alors du coup, l'un des risques quand on commence à s'intéresser un peu au SEO, c'est de se faire assommer par la quantité d'informations qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Si on doit résumer, le SEO, en fait, c'est vraiment un triptyque. Il y a à la fois des éléments qui vont être liés à la technique, ensuite il va y avoir des éléments liés au contenu et enfin à la popularité. Sur les éléments techniques, l'idée elle est assez simple, c'est de faire en sorte qu'on ait un site web qui soit compréhensible pour le moteur de recherche, donc autrement dit que le crawl et l'indexation soient faites correctement. Sur la partie contenu, depuis le départ, Google indique que le content is king, donc le contenu est roi. Si vous avez un site et que vous n'avez pas de contenu, c'est un peu une coquille vide. Donc du coup, l'objectif du moteur de recherche, ça va être de faire en sorte de présenter le meilleur contenu. Donc sur votre site web, ayez un contenu qui soit le plus qualitatif possible. Il y aura donc deux choses, c'est ce que je vais avoir l'occasion de présenter par la suite, à la fois des éléments sur la création de contenu, mais également des éléments sur l'optimisation de l'ancien contenu. Et la dernière brique, ça va être notamment la popularité. Donc, finalement, le SEO, c'est un peu comme les élections présidentielles. Plus vous allez avoir des votes, plus vous avez des chances de devenir président. C'est la même chose avec votre site web. Plus vous allez avoir d'autres sites qui vont vous faire des liens, plus votre site web va être considéré comme populaire et donc plus vous avez des chances d'être bien positionné dans Google. Donc, du coup, s'il manque une brique, donc soit la technique, soit le contenu, soit la popularité, forcément, à un moment donné, vos performances SEO ne seront pas bonnes. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces trois éléments qui convergent, en fait. Sachant que d'un SEO ou d'un professionnel à l'autre, en fait, on va avoir des tendances différentes. En fait, il y a des gens qui vont préférer vraiment se concentrer sur le netlinking, d'autres personnes qui vont avoir tendance plutôt à se concentrer sur le contenu à proprement parler. Et du coup, voilà. Donc, par conséquent, ce qui va se passer, c'est que parfois, vous allez pouvoir avoir des débats d'experts. C'est possible d'ailleurs qu'on ait ce débat-là avec Christophe à la fin. Et donc, on va avoir des tendances et des tensions différentes parce qu'en fait, même si on a les informations qui viennent de la même manière, il y a forcément une manière de faire du SEO qui peut être un peu unique pour chaque expert. Donc là, ce slide, simplement pour vous montrer également qu'en fait, d'un point de vue SEO, il y a des choses qui vont se passer à la fois sur votre propre site, donc notamment ce qui va être lié au contenu et à la technique, et il y a aussi des choses qui vont se passer en dehors de votre site, donc notamment la popularité, donc faire en sorte que d'autres sites parlent de vous, obtenir des liens qui proviennent d'autres sites. Christophe. Oui, merci. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le premier débat que tu as lancé, Alexandre. Tant qu'à faire, on est là pour échanger. Et je vais compléter un peu ce que tu as dit en disant que chaque SEO a sa recette magique. En fait, c'est vrai, totalement vrai. Chaque SEO a sa recette magique pour en fait jouer sur ces trois leviers, hein, puisqu'on c'est vraiment ça. Hein, on a trois leviers potentiels qu'on peut venir actionner. Mais en complément du choix du consultant SEO à qui on veut faire appel, alors, il faut aussi bien garder en tête que, contrairement à ce qu'on peut penser, Google, c'est pas un algorithme, mais c'est plein d'algorithmes. Et en fonction de la thématique, ces leviers vont pas forcément s'activer de la même manière. Il y a des leviers, des thématiques, pardon, ou même des expressions de recherche où le contenu aura peut-être plus d'importance que la popularité, etc., etc. Donc en fait, c'est en ce sens-là que c'est pas euh, qu'une une querelle de clocher, c'est aussi vraiment de s'adapter aux réalités de des algos de Google et qu'en fonction des thématiques, et on verra même un petit peu après directement en fonction des recherches, eh bien ces leviers, le réglage, le tuning entre guillemets qu'on va venir faire sur ces différents leviers peut être différent. Dans les petits éléments moi, que je voulais juste rajouter en introduction sur ce fameux triptyque du SEO, que normalement, dès qu'on va lire le premier bouquin de SEO et dès qu'on va ouvrir le livre qu'on a dû tous déjà lire d'Olivier Andrieux sur apprendre le SEO, on va tomber sur ce triptyque. Il y a souvent aujourd'hui une brique supplémentaire donc, qu'on rajoute et dont on va parler aujourd'hui, qui est une partie expérience utilisateur. Et plus ça va, plus on va parler de SXO à la place de SEO. Le E de Engine est remplacé par expérience. Et on a aujourd'hui de plus en plus un moteur de recherche Google qui va prendre en compte des critères utilisateurs tels que la rapidité du site, tels que l'optimisation pour le mobile. Et on verra d'autres éléments tout à l'heure. Et je vais dire plop parce que la fin de la slide est terminée. Donc quand je voudrais changer de slide, je dirais plop. Parfait.
Alors, autre élément sur lequel on va avoir l'occasion de rentrer un peu dans le détail avec Christophe, c'est effectivement, donc d'un point de vue SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a premièrement beaucoup d'informations et deuxièmement, les informations qu'on peut avoir, il y a en fait régulièrement des mises à jour qui vont être proposées par le moteur de recherche. Ceci dit, même si finalement, donc on peut avoir cette idée que le SEO, c'est finalement un domaine qui est en mouvement continu, ce qui est le cas. C'est vrai, mais en même temps, il y a aussi des éléments qui sont un peu plus, disons, un peu de l'ordre de l'intemporel. Là, ce que j'aimerais vous parler ici dans un premier temps, c'est notamment de l'EAT. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé depuis le départ, ce n'est pas si récent non plus, mais du coup, c'est vraiment la notion de marque. Google fait confiance aux marques et du coup, l'objectif, quand on a notamment une entreprise en B2B, ça va être de faire en sorte de faire rayonner sa marque et bien sur le web. Pour cela, il y a 3 éléments. Donc, il faut montrer son expertise, montrer son autorité et créer de la confiance. Donc, expertise, typiquement, c'est par exemple lorsqu'on a une partie de blog, on va être capable de montrer via ce blog finalement son expertise, de montrer vraiment de quoi on est capable. L'autorité, c'est simplement le fait d'avoir du coup d'autres sites web qui vont parler de votre entreprise et donc du coup ça va faire augmenter votre autorité globale de votre site. Tout ça pour objectif, bien sûr, de créer de la confiance. Donc, bien faire du SEO, en tout cas à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte de créer une marque sur le moyen long terme qui sera justement susceptible de créer de la confiance et donc de la conversion par la suite. C'est bon pour moi. Je vais avancer. Hop. Tu vas nous parler de Google RankBrain. Ouais, juste un petit complément sur le AT de Google et la très bonne présentation que tu viens d'en faire, Alexandre. Moi, je considère que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis le début et que c'est du pur marketing, cette notion de AT de la part de Google, puisqu'il a toujours fallu montrer qu'on était populaire et qu'on connaissait son domaine. Maintenant, là où je te rejoins, par contre, à 2000%, c'est sur le côté branding et de l'importance de construire votre marque. Et typiquement, par expérience, on voit, nous, assez souvent, sur des requêtes concurrentielles, si on a 2 ou 3 sites qui peuvent être assez similaires et qu'on a le sentiment que finalement, on ne comprend pas forcément pourquoi l'un est passé devant l'autre, en général, la marque a plus de notoriété et du coup, ça a une vraie importance pour Google. Juste, on va essayer de rentrer dans cette slide un petit peu sur l'intérieur de l'algorithme. Et depuis quelques années, l'algorithme de Google est dirigé par une intelligence artificielle, donc notamment cette notion de cet algorithme Google RankBrain, ou ici sur la partie précise dont on va parler, la partie Learning to Rank, c'était exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en complément des différents algorithmes et des différents comportements de Google en fonction de la thématique, eh bien, Google va de plus en plus s'attacher à faire quelque part une espèce d'assurance qualité sur les résultats qu'il vous propose et il va tester si l'utilisateur est content de ce qu'il a obtenu en résultat. Parce que finalement, des fois, l'utilisateur peut s'être trompé dans la question qu'il a posée, il peut avoir mal formulé sa requête et finalement, Google doit aussi interpréter la question qui a été posée et en fonction de ça, il doit donner des résultats qui doivent être le plus pertinents possible. Et donc, pour calculer ce niveau de pertinence, eh bien, rien de mieux finalement que d'essayer de se rendre compte de ce qui se passe après coup. Est-ce que l'utilisateur reste longtemps sur la page en question? Est-ce qu'il va avoir une interaction sur la page? Donc, c'est ce learning to rank où, en fonction de tout ça, eh bien, Google va venir en temps réel, et là, on parle vraiment de mécanisme temps réel, venir faire varier les X, les centaines de critères possibles et imaginables qui sont à sa disposition, mais restons simples sur nos 3 premiers critères, eh bien, peut-être que Google, pour telle ou telle requête, va se dire « Ok, finalement, je vais essayer de donner un peu plus d'importance à la popularité, je vais voir ce que ça donne. Ah ok, les résultats sont meilleurs, donc c'est bon, j'ai trouvé la bonne recette. » Et peut-être qu'il va se dire « Ok, les résultats sont moins bons. » Donc, en temps réel, tout ça va s'équilibrer dans un objectif de fournir la meilleure réponse à votre question. Tu as parlé tout à l'heure de requêtes concurrentielles. Une requête concurrentielle, en B2B, par exemple, ça pourrait être quoi? C'est en fonction du volume de recherche? C'est fonction du volume de recherche et du nombre de concurrents, surtout. Donc, si on est 2 à se battre pour une requête qui est cherchée de 20 000 fois par mois, elle ne sera pas du tout concurrentielle. Par contre, si on est 2000 à se battre pour une requête où il n'y a que 3 recherches par mois, elle va être très concurrentielle. Okay. Donc, ce n'est pas forcément le volume de recherche, même si souvent ça va de pair, mais on a malheureusement des niches où il y a peu de clients et beaucoup d'acteurs. D'accord. Alors, tu voulais parler des recherches vocales, je crois, Alexandre.
Oui, là, du coup, c'était le slide après, effectivement. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le vocal, c'est vraiment quelque chose qui paraît très, très futuriste. En fait, il faut bien comprendre que le moteur de recherche de Google a évolué. Et donc, on est même passé de moteur de recherche à moteur de réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on tape, du coup, la requête, je sais pas moi, quel est l'âge de Barack Obama, du coup, on va avoir un seul résultat. C'est un seul résultat qui nous intéresse. Et du coup, maintenant, Google va être susceptible de proposer sur certaines questions bien précises et bien, du coup, une réponse directe. Et tout ça, finalement, cette transformation qui est donc la transformation du moteur de recherche vers le moteur de réponse va également dans le sens, finalement, du vocal. Ce qui veut dire également que, même par exemple, si vous tapez, je ne sais pas moi, ou si vous dites sur votre téléphone définition de tel type de mots, et bien, du coup, vous allez avoir la réponse qui va être directement donnée par le moteur de recherche. Ce que ça veut dire également d'un point de vue du contenu, c'est qu'il va falloir prendre en compte, ou en tout cas prendre en considération, la manière dont on s'exprime d'un point de vue vocal. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, quand on tape par exemple, sur un téléphone ou sur un ordinateur, on peut taper par exemple le mot-clé tarte au citron. Mais quand on est sur son téléphone et qu'on utilise le vocal et qu'on est dans sa cuisine, on va plutôt avoir tendance à dire comment faire une tarte au citron ou quelles sont les différentes étapes pour faire une tarte au citron. Et du coup, finalement, ce type de sémantique et cette manière de s'exprimer et de formuler les questions vont être de plus en plus, ça va être de plus en plus important de les formuler au sein des contenus pour pouvoir justement avoir la possibilité d'être positionné sur le vocal. Donc, tu veux dire qu'il y a des manières d'écrire des phrases sur tes textes? Exactement. C'est-à-dire que la manière en fait dont on faisait des recherches, ou on fait des recherches d'ailleurs depuis un ordinateur, et la manière dont on s'exprime. En fait, quand on utilise le vocal, notamment par exemple depuis son téléphone, en fait, on pose une question comme on pourrait poser une question à une vraie personne, à un commerçant ou même à un ami, etc. Donc avec une vraie question qui va être formulée. Alors que quand on est sur le moteur de recherche, parfois, on a tendance justement à avoir cette logique de mots-clés. Alors parfois, ça peut être des mots-clés à rallonge, hein, bien évidemment, mais on n'a pas forcément tendance à mettre directement des questions. Donc du coup, voilà, il y a des évolutions à faire par rapport à ça. Alors justement, on va parler des évolutions avec Christophe. Ouais, juste un petit complément encore une fois de ce que disait Alexandre. Et moi, je le constate de plus en plus au jour le jour. Pas dans ma façon à moi d'utiliser un moteur de recherche, parce que moi, je suis toujours resté en mode efficace et rapide, où je mets des mots-clés. Mais en fait, de plus en plus fréquemment, quand je regarde autour de moi, dans ma famille, et que je regarde l'utilisation qu'ont les gens des moteurs de recherche, en effet, je les vois naturellement taper des questions. Comment faire ceci, comment faire cela. Alors avec un gros impact en effet sur la recherche textuelle, hein, tu l'as bien dit, Alexandre, on vient répondre à des questions, hein, de plus en plus quand on fait de la création de contenu. C'est même un petit peu, devenu tellement artificiel que je ne sais pas si ça va durer comme ça. Mais en parallèle, on voit aussi que les gens, recherchent de plus en plus, face à ces questions, des réponses qui ne sont pas que textuelles, et on en est un bon exemple ce matin. On est en train de faire un webinaire. L'impact de la vidéo en termes de SEO, c'est aussi le SEO de demain. Et en extrapolant, allez, on va être un tout petit peu plus futuriste que les assistants vocaux qu'on a tous sur nos téléphones et qu'on n'utilise pas tant que ça. On voit qu'on est en train de basculer aujourd'hui, ou pas. On verra si tout ça va tenir, ou s'il y a une vraie révolution, mais dans ce qu'on appelle les metaverses, les univers augmentés, les réalités augmentées. On a Facebook qui ressort des lunettes connectées. Le SEO de demain, il va passer forcément par là. Il va falloir que dans ces réalités augmentées, on ait du SEO qui vienne. Et là, il y aura des réponses directes de Google. Il n'y aura plus forcément de site internet. Donc, il va falloir suivre ça. Ça va devenir passionnant. Alors en effet, on voulait parler quand même de ces évolutions dans le temps, et là, celles que j'ai dit sont futuristes, mais depuis 98 que Google a lancé son algorithme, on a l'impression que ça change tout le temps. Et c'est vrai que c'est la crainte de nos clients, mais aussi de toutes les personnes qui se lancent dans le SEO en interne, de se dire, mais est-ce que finalement les travaux que je fais vont être cohérents et permanents sur la durée? Et c'est vrai que je voulais donner ces exemples-là, non pas pour faire peur, mais
on voit un petit peu les évolutions du nombre de mises à jour qu'a fait Google par an depuis 10 ans. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres de 2021, mais on voit qu'on était avant sur des évolutions des mises à jour de quelques centaines de mises à jour par an, ce qui est déjà énorme. Et on arrive en 2020 à quasiment 5000 mises à jour par an. Alors, je crois que ça faisait un truc comme 13 mises à jour par jour, quoi. C'est quand même un truc de fou. Alors, certes, c'est des mises à jour mineures, mais c'est aussi une des contraintes qu'on doit accepter, quoi. Donc, on doit prendre en compte quand on fait du SEO, c'est qu'on intervient dans un environnement qu'on ne maîtrise pas et où le joueur en face de nous peut changer les règles du jeu quand il veut. Donc, ça fait quand même partie de nos contraintes. Maintenant, tel que l'a très bien rappelé Alexandre en démarrage, si on applique des règles qui ont peu évolué depuis 1998, on va réussir à performer en SEO. Je voulais juste profiter de ce petit indicateur ici, là, le SEMrush Sensor. Je vais faire une petite aparté sur SEMrush. SEMrush fournit un outil qui nous permet d'être informé en temps réel de l'évolution, de la volatilité des SERP, des pages de résultats, et donc de pouvoir non pas anticiper, mais au moins être informé quand ça bouge beaucoup dans les pages de résultats et que potentiellement une mise à jour Google est en cours. Plop. Et alors, je rappelle juste. Simplement un petit commentaire par rapport à ça. Je vais dans ton sens, Christophe, absolument surtout. Peut-être un petit rajout. Pour moi, en fait, notamment les différentes mises à jour qui sont mises en place par Google, ce qui est intéressant également, si vous faites le choix à un moment donné d'un prestataire SEO pour votre entreprise. Moi, par exemple, alors certes, je suis bien évidemment les mises à jour de Google pour voir ce qui se passe sur le moteur de recherche. Après, en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que les gens qui sont souvent les plus inquiets justement sur ces mises à jour-là sont justement en fait les SEO qui ne respectent pas forcément les règles de Google. Quand on est dans les clous, en fait, au final, moi, pour être transparent, à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Google, à chaque fois, c'est vertueux en fait pour mes sites web et les sites web de mes clients, parce que du coup, en fait, on a fait les choses correctement depuis le départ. Donc, il ne faut pas, pour moi, il y a vraiment aussi un effet un peu de… Alors, ça peut faire peur pour certains SEO, mais en fait, pour d'autres également, ça peut être considéré comme des vraies opportunités pour pouvoir gagner des positions et puis surtout, réussir à bien positionner sa marque sur le web, en fait. Et du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que Google conserve quand même une certaine cohérence dans son algorithme? Parce qu'avec autant de changements, comment ils arrivent à faire? Ils passent par couches, ils font évoluer juste une partie? Oui, alors après, il y a plein d'algos, de sous-algos. Après, allez, moi, je vais la faire en mode violent. L'algo de Google, il est basé sur les liens depuis 1998 et ça n'a pas changé. Voilà. Et je vais m'aller en mode encore un peu plus violent. Les gens qui ont écrit cette partie-là de l'algo, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus chez Google, et Google a beaucoup trop peur d'aller mettre les mains dedans. Donc oui, on est venu rajouter des couches d'intelligence artificielle par-dessus ça, mais la base de l'algo, et on en reviendra tout à l'heure, ça s'appelle le PageRank, on va en parler. Le PageRank, c'est du nom d'une certaine personne qui s'appelle Larry Page, qui est un des 2 créateurs de Google. C'est pas du tout par rapport à la notion de page Internet. Ouais. Et que c'est quand même ce qui a fait de Google ce qu'il est aujourd'hui et le seul moteur qui ait réussi à être aussi efficace. Juste le tout petit bémol sur les mises à jour, alors c'est pas forcément des mises à jour, mais malgré tout, même si on a fait tout bien, on peut très bien sortir du jour au lendemain de Google, tout simplement si sur une requête précise, et tu vas en parler un tout petit peu après, donc ça tombe bien, Google réinterprète l'intention de recherche, donc ça sera une introduction à ce que tu vas dire après. Okay. Très rapidement, une petite slide sur qu'est-ce qui s'est passé en 2021, juste pour vous montrer quand même que, par exemple, donc c'est la slide suivante, voilà, en grosse mise à jour, pas les petites qu'on voit jamais, on voit quand même qu'on a eu sur une année 2021 une petite dizaine de mises à jour, dont certaines qui ont eu quand même des impacts importants. Et encore une fois, qu'on fasse tout bien ou qu'on soit vraiment à la limite des règles ou des fois super borderline, malheureusement, c'est pas les mecs qui sont forcément les plus tricheurs qui se font retoucher parce que finalement, un contenu moyen pouvait suffire jusqu'à un certain moment et puis suite à une mise à jour de Google, le contenu moyen ne suffit plus ou une mise à jour de Google est venue finalement pousser, comme on l'a vu tout à l'heure, les marques qui ont plus de notoriété en termes de branding. Donc oui, en règle générale, quand on fait le travail correctement, on n'est pas inquiet, mais tout peut arriver lors d'une mise à jour Google, surtout parce que, Nicolas, tu l'as très bien expliqué, on est sur des milliards de lignes de code qui datent de 1998.
et que quand on commence à venir mettre un bout d'IA qui vient changer de manière automatique, finalement sans avoir de garde-fou, eh bien, il peut y avoir des bugs. Bugs qui peuvent se retrouver corrigés, il peut y avoir des bugs. Qu'est-ce qui nous attend pour 2022? Eh bien, Google vient de nous annoncer, je crois, c'est hier ou il y a 2-3 jours, qu'ils allaient enfin lancer MUM. Donc, MUM, c'est le nom d'un algorithme qui va remplacer l'algorithme BERT, qui était lui-même un algorithme d'intelligence artificielle de reconnaissance de langage et de traitement naturel du langage. Alors, Google nous a expliqué, c'est du marketing encore une fois, que BERT est 1500 fois plus puissant, que MUM, pardon, est 1500 fois plus puissant que BERT et donc il va avoir le potentiel de transformer la façon dont Google traite les tâches complexes. Donc, on attend ça avec la plus grande peur ou pas. Ça marche. Merci. Je rappelle aux gens qui participent que vous pouvez scanner le QR code en bas à gauche de la présentation pour poser vos questions et qu'à la fin, on utilisera ces questions pour terminer cette présentation et vous pouvez voter pour les questions des autres de manière à hiérarchiser l'importance des questions. Alors moi, j'ai scanné le QR code et je ne vois pas beaucoup de questions qui arrivent, donc il faut y aller. Oui, posez des questions. Donc, tu l'as dit tout à l'heure que le contenu était roi. Donc, nous, on fait pas mal de contenu chez INU pour nos clients. Donc, nous, on fait beaucoup d'articles de blog, on fait beaucoup de livres blancs, on fait beaucoup d'e-books, ce genre de choses-là. Et on va, je crois, à la fin, parler de toute la partie backlink. Donc, que les deux critères qui sont vraiment importants, c'est produire du contenu de qualité, mais aussi d'obtenir des liens. Donc, il y a toute la partie maillage interne dont on va parler après, et aussi d'essayer d'obtenir des liens en retour d'autres sites qui, comme tu as dit tout à l'heure, Alexandre, permettent de montrer l'autorité d'un site. Et c'est drôle parce que tu vois, dans cette slide, on zappe naturellement la partie contenu, la partie technique, pardon. Et il faut pas l'oublier. Et à un moment, la partie technique, finalement, moi, je fais souvent cette analogie. On la retrouve pas dans la slide parce que finalement, la technique, c'est je mets 1 euro dans le flipper et tant que j'ai pas mis 1 euro, j'ai pas le droit de jouer, quoi. Voilà. Si la technique est pas là, je joue pas de toute façon. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de nuances entre certains SEO. Pour moi, en fait, la nuance, elle ne devrait jamais être sur la technique. Dans tous les cas, quand on fait du SEO, il faut être propre techniquement, parce que sinon, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Bon, on ne met pas d'argent dans le flipper, donc on ne peut pas jouer. Après, il peut y avoir des nuances, soit peut être plutôt orienté contenu, soit être plutôt orienté backlinks. Voilà. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de technique à la base, en fait, on peut rien faire.